Je savais que de toute façon, quelle que soit la voie dans laquelle je m'orienterais, par l'expérience de mon grand-père ou par l'expérience de mon père, j'aurais une vie passionnante. Et donc il valait mieux que je fasse un choix qui corresponde à mon tempérament, et moi j'avais plus un tempérament de pilote de transport qu'un tempérament de pilote de chasse. L'aspect transport, le pilote de transport, c'est le partage des responsabilités, où il y a des décisions de vol au cours des missions. Si je devais retenir qu'une seule chose de ma vie de pilote de transport, c'était l'esprit d'équipage. Et c'est ce qu'on a vécu, c'est ce que je vivais au quotidien avec des équipages très différents dans la cabine du Transal. Une somme de métiers très très différents, unis dans un même espace, à la poursuite d'une même mission. Il faut toujours avoir l'esprit que le transport aérien militaire a une spécificité militaire qui permet de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Contrairement à ce que font des compagnies civiles, nous on va dans des coins qui sont exposés à une menace. Des coins qui ne sont pas sûrs, des coins qui ne disposent pas d'infrastructures. Je me souviens par exemple m'être posé sur des routes dans le désert. Je me souviens m'être posé sur quand vous pratiquez les terrains au Tchad, la seule différence entre le terrain et le désert qui est à côté, c'est le fait qu'on ait mis des flûtes de 100 litres pour matérialiser un endroit où se poser. Les premiers atterrissages qu'on a fait en Afghanistan, notre mise en place s'est faite dans des circonstances assez rocambolesques, avec comme objectif, dès notre arrivée, pouvoir se poser à Mazar-i Sharif de nuit, en toute discrétion, pour pouvoir ravitailler un détachement du 21e RIMA qui venait d'arriver sur place et qui n'avait pas de moyens de soutien. La vie d'un escadron de transport, c'était un petit peu le sismographe des intérêts de la France dans le monde. C'est-à-dire que chaque fois que la France qu'il y avait une crise à laquelle la France était associée, eh bien, nécessairement les escadrons de transport étaient engagés. Au Koweït, l'une des urgences reste l'extinction des quelques 500 puits de pétrole auxquels les soldats irakiens avaient mis le feu avant de battre en retraite. Alors que ça faisait plus de 6 mois que les yeux du monde étaient focalisés sur Koweït City, un jour, en rentrant de mission, sur les ordres, apparaît Koweït City. Et on a fait partie des premiers équipages à aller se poser à Koweït City, dans des circonstances qui étaient absolument dantesques, puisque, comme vous le savez, Saddam Hussein avait mis le feu au puits de pétrole, et donc en fonction de l'orientation du vent, le terrain pouvait être couvert par d'épais nuages de fumée noire. Et donc quand on y est allé, on a percé à travers ces fumées épaisses qui montaient jusqu'à 10 000 pieds, et on s'est posé à 10 h du matin à Koweït City. On a l'impression qu'il faisait nuit noire. Et dans la descente, on voyait des flamèches sous l'avion. Donc ça, c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué. La grève, cependant, a fait tache d'huile. Les trains, les bus, les métros, les avions sont arrêtés. Il y a eu une période assez intense. Ça a été le moment de 68. À l'époque, on a assuré pendant, je ne sais plus combien, un mois, il me semble, ou 15 jours, je ne sais plus, enfin, peu importe, les liaisons au profit on a ce qu'on appelait Air Inter à l'époque pour nous. Donc on était basé à Villacoublay et on transportait les gens de Paris à Bordeaux, de Paris à Lille, de Paris à ceci, parce que tout était bloqué. Et c'était un moment très sympathique, très agréable, parce qu'on avait un contact direct avec les gens qui étaient un peu coincés avec les grèves de 68. Et donc, alors on voyait tout, il y avait tout le monde. C'était l'occasion de leur montrer comment ce qu'était qu'un avion de transport, les postes de pilotage, enfin, etc., etc. Le piège, ça a été longtemps pour moi un mystère.
puisque tout petit à la maison, il y avait la revue des anciens de l'école de l'air qui s'appelait Le Piège, donc que je feuilletais de temps en temps, et je me demandais vraiment pourquoi ça s'appelait Le Piège. Et je me souviens encore d'un numéro où on voyait un Mirage F1 qui était en montée. Je me souviens encore de la couverture. Vous voyez cette photo du Mirage F1 qui montait, ça devait être probablement au moment où les premiers Mirage F1 sont arrivés dans l'armée de l'air, et ce titre, penché, Le Piège. Le piège, c'est l'endroit où on entre, et une fois qu'on entre, on y est entré. D'abord, il y a le Mistral qui vous pousse là-dedans, et ensuite, on ne peut pas en sortir parce qu'on est pris par l'armée de l'air. On est saisi et un peu, je dirais pas coincé, mais impossible d'en sortir une fois qu'on a commencé à y goûter un peu. Le dernier souvenir marquant en termes militaires que j'ai avec mon grand-père, ça a été au moment où il s'est fait remettre les insignes de Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Donc c'était chez lui, et donc j'étais présent, en tenue. Et donc ça a été un moment assez émouvant parce que mon grand-père, qui était devenu un vieux monsieur de 92 ans, qui s'est tenu au garde à vous pendant toute la cérémonie. On sentait dans cette cérémonie qui est restée plutôt familiale, une grande émotion, une communion entre les générations. Je crois que pour moi c'est la dernière cérémonie militaire que nous ayons eu en commun tous les deux, mis à part ses obsèques 6 mois plus tard. Mon fils, quand il jouait à papa, il prenait une valise et il partait. Son grand-père lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Je joue à papa. »« Mais pourquoi à papa ?»« Parce que papa, il prend toujours sa valise pour partir. » J'ai dû lui transmettre cette fibre, ce goût du voyage, d'une vie assez mouvementée, parce qu'on était très souvent absent. Les premières années de ma carrière, j'étais absent environ 200 jours par an. Et je pense que cette fibre transporteur, je sais pas, mais en tout cas aérienne, se poursuit, puisque j'ai un petit-fils qui menace de faire l'école de l'air aussi, donc vous voyez que ça n'est pas arrêté.